Du reste de l'actualité dans notre région avec d'abord cette disparition inquiétante. Depuis plusieurs jours, le Mir 1 du Keldysh, engagé dans une nouvelle campagne d'exploration de l'épave du Titanic, est porté disparu par moins 3000 mètres de profondeur, avec 3 occupants à son bord. Le plongeur technicien russe, Zoltan Berechansky, l'océanographe Jean-Pierre Ross et le youtubeur-auteur Mathieu Blom. Nos sonars n'ont pas encore permis de localiser le Mir, et plus le temps passe, plus les réserves d'oxygène diminuent à bord de l'appareil. À l'heure qu'il est, il est probable que le Mir, ne répondant plus à la radio, soit confronté à une importante panne électrique. Mathieu Blom, l'un des occupants du petit sous-marin, s'est notamment illustré en 2015 en réalisant le très controversé documentaire Odyssée sur les traces de Sam Neill, avant de revenir sur YouTube après une première carrière sur le réseau à partir de 2019. Le cinéma dont est complètement fan Mathieu Blom. Chaque époque raconte quelque chose de différent. Et le cinéma est un curseur, est une espèce de loupe sur l'époque en question. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette putain de vidéo là. Red Bull, Red Bull. Monsieur Blom, taisez-vous! Taisez-vous! Monsieur Blom, je vais vous dire un truc. Le chat là, on est actuellement... Après la publication d'un premier livre sur le cinéma il y a 3 ans, Mathieu Blom devait sortir un nouveau livre sur le mythe du Titanic pour la fin de cette année, tout en continuant à animer des émissions thématiques diverses sur YouTube. Les recherches sont actuellement toujours en cours en Atlantique Nord pour localiser le Mir perdu. Tous espèrent ici une issue heureuse. Number of people that we had out there, how can we get that far out, rescue the people? Fell overboard, so one of them looking for. Tout le monde debout là-bas. Ah putain, trop picolé là. Ah, j'ai les yeux, j'ai rien, j'ai plus rien, j'ai la tête qui brûle. Je suis fonce-dé. Est-ce que du Doliprane, est-ce que vous avez du Doliprane là, parce que vous a picolé là. Eh les gars, si jamais je dégueule maintenant, vous pouvez tirer une balle dans la tête, hein. Je veux dire, c'est fini, c'est terminé, hein. Puis moi je nettoierai pas, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Je veux dire un truc, je pense qu'ils nous ont abandonnés, et on va crever ici comme des merdes, et en plus, il y a même pas de grossesse. Quitte à crever les gars, ça aurait pu finir en orgie. On est d'accord, tu sais, façon bunker allemand ou temple romain, voilà. Hein? Toi là, ne regarde pas comme ça, non, on le fera pas, je te dis. On le fera pas. Calme-toi, range ça. Émission, on a une émission à faire. Ça sera peut-être la dernière. Alors on va faire un truc énorme, tu sais. Façon Jurassic World Dominion. Hein? Les mystères qui entourent le Titanic sont nombreux. Et généralement, les plus connus sont étonnamment les moins intéressants et les plus facilement démontables. La malédiction d'une momie, le tag No Pope, les prédictions alambiquées, tout ceci, exception faite du cas Futility, on ne s'y intéressera pas.
D'autant qu'il existe au moins 3 énigmes qui, elles, résolues, sont susceptibles de bouleverser le narratif connu au sujet du célèbre paquebot. L'une de ces énigmes, nous la connaissons, elle concerne directement le navire à l'époque de son naufrage. C'est le cas du navire fantôme. Les 2 autres énigmes concernent plus directement les circonstances de la découverte de l'épave en 1985. La première, je la réserve pour mon prochain livre, Le second naufrage du Titanic, où j'aurai des petites révélations à faire sur le fait hautement probable que la découverte de 1985 ait été organisée, pour ne pas dire passablement bidonnée, avec l'appui des services de renseignement américains et l'armée américaine, pour dissimuler une découverte antérieure de plusieurs années dont la révélation aurait pu compromettre certaines opérations secrètes dans le cadre de la guerre froide contre l'URSS. J'ai des preuves, j'ai des témoignages, mais on verra tout ça ici parce que le dossier est massif, sans commune mesure avec l'histoire du navire fantôme ou notre sujet du jour. Troisième énigme, la plaque de Ballard, le mémorial du Titanic, qui est peut-être la conséquence indirecte de la manigance de la précédente. Aussi, je vous propose 2 façons de profiter de la vidéo suivante. Soit vous la regardez maintenant avec les informations, les explications et le contexte que je vais vous fournir dans les prochaines minutes, soit vous la regardez plus tard, quand vous aurez lu toute la chronologie approfondie que j'exposerai dans ce livre, quand il sortira. La méthodologie est simple. Nous ne reviendrons pas ici sur les circonstances ombrageuses de la découverte de 1985. Nous partirons des faits dès 85 et explorerons les possibilités qui nous permettront de savoir ce qui est arrivé au mémorial du Titanic. Cette histoire a l'air très conne présentée comme ça, mais elle dit, je le pense, énormément sur l'imposture qu'a été la découverte de 1985. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'histoire d'une légende engloutie. Pour ouvrir ce journal, vous allez découvrir les vraies premières images du Titanic, cet immense paquebot qui a coulé en 1912 au large de Terre-Neuve. Le Titanic, dont l'épave a donc été retrouvée 73 ans après par une équipe franco-américaine. Des images extraordinaires tournées par plus de 4000 mètres de profondeur. Regardez, c'est un document. La plage avant, un bastingage, le trou béant laissé par la première des 4 cheminées complètement arraché. Une autre partie du bastingage sur laquelle les hommes avaient attaché des cordages pour fuir le navire. En glissant la caméra à l'intérieur de la salle du restaurant des premières classes, située à tribord, on retrouve une salle autrefois d'un luxe incroyable, aujourd'hui pleine de débris, des milliers de débris de vaisselle, le dernier repas, un repas de fête. Des assiettes, un plat, des centaines de bouteilles de vin, Grand Cru de Bordeaux et vin espagnol qui vieillissent là depuis 73 ans. La recherche de l'épave du Titanic est une longue arlésienne. Des décennies durant, scientifiques et ingénieurs se sont cassés les dents à tenter de la retrouver. L'objet acquiert, le temps faisant, un statut mythique, fantasmagorique. Robert Ballard, océanographe américain, a en tête dès la fin des années 70 d'être celui qui découvrira enfin l'épave perdue du Titanic. Depuis 2008 et la déclassification de documents classés secret défense, nous savons que la Navy et Ballard se sont associés pour aboutir à la découverte du Titanic. En échange d'un financement pour une énième expédition sur le site du drame, Ballard devait retrouver l'épave de 2 sous-marins nucléaires américains, le Thresher et le Scorpion, portés disparus depuis les années 1960. Oui, vous avez bien entendu, 2 sous-marins nucléaires avec dedans des torpilles nucléaires Mark 45, perdus dans l'Atlantique, récupérables pour quiconque pourrait y aller. Par des soviétiques, notamment. L'enjeu de ces recherches, c'est surtout de savoir s'ils se sont servis, auquel cas, démontrer qu'ils sont capables de retrouver ce type d'engin perdu et de se servir. La découverte des 2 épaves par Ballard permet de constater que ni l'un ni l'autre n'ont été coulés par les soviétiques et que ces derniers n'ont pas mis la main dessus. Mais l'essentiel pour Ballard et son équipe, c'est retrouver le Titanic. Le gros de l'expédition est mené par les Français de l'Ifremer, dirigé par l'océanographe Jean-Louis Michel, à bord du navire le Suroît. Et j'insiste sur ce point, le gros du financement, le gros de l'expédition, le gros de la technologie, des qualifications, des actions de terrain,
c'est l'Ifremer, qui est un établissement public, financé par les impôts des Français. En juillet 85, c'est l'Ifremer qui dirige les opérations. Si le Titanic est trouvé maintenant, c'est la France qui aura le mérite de cette découverte. Et ça, pour un type comme Ballard, c'est pas forcément souhaitable. Le Titanic est entre-temps devenu un enjeu d'expression de la puissance technologique. Quiconque peut trouver le Titanic a un œil sur le fond des océans. Et gare aux sous-marins soviétiques qui seraient tentés de s'y planquer. En août 85, Ballard prend le relais de la direction sur le Knorr, les Français restant à bord mais plus en retrait. Le 1er septembre, à quelques heures de la fin de l'expédition, l'épave est retrouvée à l'endroit même où l'Ifremer était passé près de 2 mois plus tôt, détectant quelque chose et à qui on a dit « Non, c'est rien, ce sont les machines qui sont en rodage. » Bah oui, alors... On notera que c'est Jean-Louis Michel, derrière l'écran de contrôle, qui est le premier à observer la chaudière qui déterminera la découverte de l'épave le 1er septembre. Pas Ballard, qui lui, à ce moment-là, fait un gros dodo. Si on peut admettre que l'équipe de Ballard, les Américains ont bien piloté l'opération au cours du mois d'août 1985, on ne peut nier que sans les Français de l'Ifremer cette année-là, tous seraient rentrés avec peanuts dans leur poche. Sauf si la découverte a été bidonnée et que les Français ont été cocufiés façon Anne Sinclair par DSK. C'est ici précisément que nous arrivons à cette histoire de plaque commémorative, le fameux mémorial du Titanic. En 1986, la Titanic Historical Society, THS, une association à but non lucratif dont l'objet est de perpétuer le souvenir du drame, charge Robert Ballard de déposer une plaque commémorative sur le Titanic pendant la seconde expédition cette année-là. Sur la plaque est inscrit « En mémoire de ces âmes qui ont péri avec le Titanic la nuit du 14 au 15 avril 1912 », dédié à William H. Tatum IV, l'ex-président de la THS, dont le rêve de trouver le Titanic a été réalisé par le docteur Robert Ballard, signé les officiers et membres de la THS 1986. Merci pour les gars de l'Ifremer, bande de trous du cul. Dois-je rappeler que même si de même ils n'ont pas trouvé l'épave, il n'en reste pas moins que c'est Jean-Louis Michel qui était derrière les camps de contrôle et non Robert Ballard. Que l'Ifremer a passé des jours entiers à dégrossir la zone de recherche. Sans eux, Robert Ballard pouvait bien se toucher. L'idée, au départ, c'est de déposer cette plaque sur la proue, à l'avant de l'épave. Mais finalement, il se dit que non. Plutôt la poupe, car cet endroit fut le dernier refuge pour les naufragés du Titanic. Qu'est-ce qu'il fait ? Il dépose la plaque entre 2 chaumards à rouleau d'amarrage à l'arrière-tribord de la poupe qui est, je le rappelle, en grande partie totalement détruite. Voilà. En 2003, James Cameron signe le documentaire Ghost of the Abyss, aka Les fantômes du Titanic, dans lequel lui et le comédien Bill Paxton plongent à l'aide de mires aux abords de l'épave pour y filmer des lieux inédits du paquebot en 3D et en IMAX. De temps en temps, une reconstitution avec des acteurs est superposée avec l'endroit filmé pour que l'on revive en tant que spectateur les différents moments clés du naufrage. Cependant, lorsque Cameron filme la poupe, un détail manque. La plaque ! Où est la plaque ? Elle est censée être ici. Où est-elle passée ? Ah, mais me regardez pas comme ça, hein. Non, je te jure, c'est pas moi, hein. Moi j'étais pas là, monsieur le procureur. La plaque a été posée lors de l'expédition 87. Entre 1987 et 2001, époque du tournage de Ghost of the Abyss, il y a eu 7 expéditions. Voyons si la plaque est déjà manquante au cours de celle-ci. Expédition 1996 menée par Polaris Imaging. Objectif, explorer l'épave en utilisant un sonar basse fréquence pour scanner numériquement la coque. Là où la plaque commémorative aurait dû apparaître, il n'y a rien. Le mémorial a donc disparu entre 1987 et 1996. Bon, l'explication logique me paraît assez claire. Voici une carte topographique du fond marin. Le Titanic est pile au croisement du Gulf Stream et du DWBC, Deep Western Boundary Current, le courant profond ouest descendant du Labrador, zone de carrefour entre courant chaud et courant froid. Autrement dit, l'épave est soufflée en permanence depuis 1912 par les courants.
On sait que cette exposition, ce mitraillage, joue pour beaucoup dans la dégradation de l'épave du Titanic, qui en conséquence bouge. Oui, l'épave bouge. Elle ne se déplace pas, mais elle se détériore. Les matériaux travaillent, se décomposent et se réduisent. Donc elle bouge. Un petit peu comme ta grand-mère au cimetière. Très violent ça, c'était très violent. Est-ce que je le garde pour le montage? Mathieu, si t'as des couilles, tu le garderas au montage. Oui, tu le garderas au montage. Théorie la plus plausible, le mémorial étant posé relativement près du bord sur la poupe, est tout connement tombé en contrebas. Par le mouvement des courants, il est tombé et est actuellement enseveli sous aujourd'hui quelques mètres de vase. N'oubliez pas la leçon de l'épisode précédent, la solution la plus simple et la plus probable. Une rumeur persistante veut cependant qu'une expédition postérieure à 1987 ait volontairement volé la plaque pour emmerder Robert Ballard et la THS. Les gars de l'Ifremer, oubliés sur le mémorial, sont plus ou moins soupçonnés d'avoir piqué la plaque pour la jeter quelque part ailleurs, dans les toilettes du commandant Smith par exemple. Ralph Bradshaw White, l'un des artisans de la découverte de 1985, 400 heures d'exploration du Titanic, conseiller technique de James Cameron sur son film, est soupçonné, en raison de griefs avec Ballard, d'avoir récupéré la plaque pour l'exposer ensuite dans ses chiottes, chez lui. Une histoire vraisemblablement fausse d'après les proches de White, décédé en 2008. En 2012, Robert Ballard dit lui-même que la plaque commémorative a été balancée dans les toilettes sur l'épave. Alors, il y a deux choses. C'est quoi le problème avec Ballard? Et est-ce que vous savez combien coûte une expédition d'exploration du Titanic? Non? Eh ben, je vais vous le dire. Une expédition sur l'épave du Titanic, c'est plusieurs millions de dollars. Entre le transport, les appareils d'observation, salaire de l'équipage, imprévus casses, énergie consommable, etc., etc. J'ose à croire que tous ces gens-là sont des professionnels qui savent être efficaces, qui ne sont pas là pour rigoler pendant les opérations, au point de perdre un temps coûteux et précieux pour récupérer une plaque à la con pour la foutre ailleurs. Alors, ça fait cher la blague. Entre nous, hein, je place comme ça fait cher la blague. Ça revient à foutre du laxatif dans le café du matin de Thomas Pesquet, juste avant une journée en sortie extravéhiculaire. De ce que je sais, je n'y crois pas. Seulement, le simple fait qu'il y ait des rumeurs révèle une vérité. Robert Ballard est un type détesté dans ce milieu. Tiens, les gars, là devant, là, ouais, vous le connaissez, Robert Ballard? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur lui? C'est un connard. C'est une grosse salope. Bon, ok. Pourquoi Robert Ballard est-il si haï? Mérite-t-il ce rejet? Est-il un imposteur? Depuis que j'ai commencé à bosser entre 2018 et 2019 sur ce dossier, dans le cadre de mon prochain livre, j'ai établi tout un faisceau d'éléments qui, selon moi, ne font pas de Ballard un imposteur, mais un opportuniste, associant en son unique nom la paternité de nombreuses découvertes, avec la possibilité ensuite d'en extraire une couverture médiatique profitable. Les océanographes ne travaillent pas à la construction d'une image personnelle. Leur énergie cible l'objet de leur mission. Ce qui compte, c'est le résultat scientifique, l'avancée technique. Pour Ballard, il y a un côté très marketing, une image personnelle, en résumant à lui-même le succès d'une mission. Est-ce que ça le rend mauvais en tant qu'océanographe? Pas plus ou pas moins qu'un autre. Est-ce que ça le rend sympathique? Pas vraiment, non. Ballard est un océanographe évidemment mis en lumière un petit peu partout, devant d'autres certainement plus méritants, là. Jean-Louis Michel. Il est agaçant, d'autant plus qu'il est parfois complètement à côté de la plaque. Et l'effet de sa médiatisation le rend encore plus contestable lorsqu'il se trompe. Au cours d'une réception officielle en 1985, Marshall Drew, survivant du Titanic âgé de 8 ans au moment du naufrage, est présenté à Ballard. Celui-ci le salue. « Oh, c'est bien !» et détourne son attention vers un dignitaire présent ce soir-là, laissant le vieux monsieur dans sa gêne. Très classe. En 1991, il accuse l'équipe IMAX et les explorateurs russes engagés pour le documentaire Titanica d'avoir renversé le nid de pie de l'épave, d'où les hommes de veille observèrent les premiers l'iceberg fatal. À ce moment-là, on savait que le nid de pie observé dans un sale état en 1985 n'avait pas résisté à une chute fatale du mât de Misaine dès 87. Et qu'aujourd'hui encore, on ignore si la chute est naturelle ou accidentelle.
Pourquoi accuser les Russes? Parce que c'est un connard? C'est une grosse salope. Je passe sur toutes les approximations qui font qu'en tant qu'expert de l'épave, bon, hein, on a vu mieux, hein, même si encore une fois, en tant qu'océanographe, il n'est pas question de dire qu'il s'agit d'un imposteur. En tant qu'opportuniste, en revanche, c'est un champion. Regardez cet exemple. En 1985, à son retour de la première expédition, il milite pour que les futurs explorateurs de l'épave puissent collecter des artefacts pour ouvrir des musées dédiés à droite, à gauche. Ça se passe lors de l'établissement du Titanic Memorial Act de 1985 pour statuer sur quoi faire de l'épave. Ballard dit, je cite, « Étant donné que de nombreux beaux artefacts se trouvent à l'extérieur même du navire, dispersés dans la zone qui l'entoure et sont vulnérables aux tentatives de sauvetage grossières, je propose que toute future expédition sur le Titanic consacre une partie de leur temps à la collecte de ces objets délicats, blablabla, pour créer un musée international, blablabla. » Jusque-là, pour l'instant, son point de vue n'est pas foncièrement contestable. En 1986, il plaisante même en interview sur la récupération d'une bouteille de vin en disant « Je ne pense pas que je le ferai, nous verrons. » En 1994, la chaîne Network Arts and Entertainment produit un documentaire de 4 heures sur le Titanic où l'on peut voir Ballard, en interview, dire que le site de l'épave est pour lui comme le parc national des Badlands, inviolable, en aucune circonstance. Même pour récupérer des artefacts pour les mettre dans un musée. Alors vous êtes passé de capitaliste à naturaliste en 4 ans? C'est une prouesse. C'est un peu ça, oui. Alors pourquoi capitaliste? Eh ben vous allez vite comprendre. En 1985, Ballard fait appel au service de l'avocat Michael Levine, une superstar du barreau canadien spécialisée dans le droit du divertissement. Les contrats de divertissement les plus médiatisés, c'est son dada. Question: pourquoi Robert Ballard, qui est un scientifique en mission d'exploration, a-t-il besoin d'un avocat spécialisé dans le divertissement? Ah oui, et je précise qu'à ce moment-là, le Titanic, on sait toujours pas où il est, officiellement. Il a toujours pas été découvert. Par l'entremise de cet avocat, Ballard aurait signalé qu'il ne voulait pas que l'on médiatise l'expédition avant que l'on puisse dire « ça y est, on a découvert le Titanic ». Selon la journaliste Joy Waldron, Ballard aurait cumulé illégalement des fonds provenant de l'US Navy et de Woods Hole, le centre océanographique pour lequel il bosse, en assurant une découverte là où l'objet originel de cette expédition était d'abord de tester les différents submersibles montés à bord. Ce qui est certain, c'est qu'il a en amont vendu des droits d'exclusivité médiatique, d'où l'avocat Levine. Ce qui laisse entendre qu'il avait possiblement l'assurance de revenir avec un scoop. Le silence radio avant était là pour créer un big event sur l'info de la découverte. Et dire « Ah non, nous on n'était pas là pour ça, on était là pour tester le matériel, et puis soudain, pouf, le Titanic ». Alors je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est très scripté comme scénario, et vraisemblablement écrit dans le dos des Français de l'Ifremer. Dans la droite lignée de l'entretien de droits d'exclusivité, Ballard aurait par la suite proposé à différents musées de garnir leur collection avec des artefacts, moyennant les dépenses liées à leur prélèvement sur l'épave et rapatriement. En gros, donnez-moi du blé et donnez-moi l'exclusivité médiatique, et je vous ramène des artefacts. Je sais pas comment vous appelez ça, mais moi j'appelle ça du trafic. Sauf que ces musées en question, plus les survivants eux-mêmes médiatisés, ont dit non, le Titanic est un lieu qui doit rester en l'état. Ce qui a vite fait changer Ballard de braquet, sans doute pour préserver son image médiatique. De là, il est devenu un farouche défenseur de l'inviolabilité de l'épave. Et tant qu'on y est, je ne résiste pas au plaisir de vous parler de la cartouche financière que s'est bouffée l'Ifremer par Ballard en 1985. Pour organiser l'expédition de 85, Ballard a besoin de sous. La Navy et Woods Hole mettent dans la tirelire. La Navy ayant peut-être donné d'autres éléments, d'autres choses que des sous, comme des coordonnées par exemple. Je ne vous spoil pas tout ici, mais cela rejoint l'enquête que j'ai menée et qui suit le chemin du tout porte à croire que le Titanic a été vu, repéré et classé secret défense plusieurs années avant 1985. Bref, il faut des sous. L'Ifremer dit « Ok, on vient, on finance, mais à une condition. Connaissant les possibles retombées médiatiques d'une découverte, sans forcément
se douter que les droits ont déjà été négociés, hein, vous rembourser si on trouve le Titanic. Ouais, ils attendent toujours l'indemnisation. Hein. En 1993, George Tulloch, patron du plus grand concessionnariat BMW aux États-Unis, devient le boss de la RMS Titanic Inc., propriétaire de l'épave pour un temps. La doctrine, c'est on descend, on remonte éventuellement 2-3 trucs, mais on étudie surtout tout sur place. C'est étonnamment à ce moment-là que Ballard modifie sa doctrine aussi d'ailleurs. Bon, toujours est-il que Tulloch s'est un moment tourné vers l'Ifremer pour financer une nouvelle expédition. Ce à quoi l'organisation financière a dit « Ok, voici la facture à 7 chiffres, calculée en fonction de la dette laissée par Ballard aux Français en 85. » Le seul qui est resté en bon terme avec Robert Ballard, c'est Jean-Louis Michel. Mais plus aucun des autres ne pouvait plus le blairer de toute façon. Pour cause, la douille a été quand même insérée sans vaseline. Est-ce à ce moment-là que l'Ifremer aurait déplacé la plaque commémorative pour la balancer aux chiottes? Eh ben mystère, vu qu'on sait toujours pas où elle est passée. Derrière Ballard, il y a la THS, et William Tantum IV, l'un des mentors de l'océanographe. De ce que j'ai découvert, on a un type passionné par le sujet du naufrage, ayant lui-même vécu, soi-disant, un accident maritime dans sa jeunesse, une collision entre 2 navires sur le Saint-Laurent en 1937. De là, il développe une passion pour l'histoire du Titanic. Il lit, il se documente. Au début des années 70, il entre en contact avec Edward Kamuda, auteur et historien du Titanic, fondateur de la Titanic Enthusiasts of America, qui entend préserver le souvenir du célèbre paquebot, mais dont l'influence reste très modeste. 300 membres, à peine. Tantum intègre l'équipe, il va la désanonymiser, à grand renfort de communication, du bagou, etc. En 1975, il contribue largement à faire passer la TEA, Titanic Enthusiasts of America, à THS. Et 2 ans plus tard, l'organisation compte désormais 1476 membres. On raconte des choses incroyables sur ce Tantum, qu'il aurait désigné l'emplacement à peu près exact de l'épave plusieurs années avant sa découverte, se trompant de quelques centaines de mètres, le tout sur une carte au doigt levé. Qu'il aurait convaincu lui-même, en personne, Cousteau, d'engager une mission d'exploration et de recherche du Britannique, le petit frère du Titanic, en mer Méditerranée. C'est un personnage intéressant, ce Tantum. Il a l'air d'avoir beaucoup d'influence. Son fils en parle comme un vendeur du Titanic. Robert Ballard le voit comme un père pour 2 aspects. Tantum est un bon vendeur, sans aucunement ne remettre en cause son action. Il surfe sur des vagues favorables, il n'est certainement pas le seul. Et Tantum lui a aussi, semble-t-il, donné envie de partir à la recherche du Titanic. Mort en 1980, Tantum n'a évidemment pas participé à la magouille de la découverte de 85, mais il a servi incontestablement de modèle dans l'entreprise commerciale qui allait suivre. Tout ça avec l'appui de la THS qui a constamment et invariablement aligné sa position sur celle de Robert Ballard. Comme si il y avait eu des petits arrangements, du copinage. Non, je n'irai pas jusqu'à dire des intérêts financiers liés à l'exploitation commerciale de la découverte, ou pire, de la remontée d'artefacts. Hein. Non, mais on a dit non lucratif. Hein. Ça veut dire ce que ça veut dire. Tout ça, finalement, ne serait-ce pas une forme de jalousie mal placée entre les diverses associations et océanographes? Ballard a vu un filon, et hop, il s'est glissé dedans. Un autre aurait très bien pu en faire autant, voire pire. Que Ballard ou Tartampion ait découvert le Titanic et ait joui de cela n'est pas un souci en soi. Le problème, c'est qu'il n'a pas exprimé toute la vérité sur cette découverte, les circonstances de celle-ci, ou la transparence de ses intérêts. Son discours change, il s'adapte selon les variables. Si le mémorial a été volé, c'est parce que dans l'esprit des « voleurs », la plaque était moins un hommage aux victimes du Titanic qu'une ode à la gloire de Ballard, gloire qui, selon de nombreuses personnalités du milieu océanographique, est largement contestable. Pour beaucoup, vraiment beaucoup, c'est un requin. Pour d'autres, en revanche, et il faut le noter aussi, comme le respecté Jean-Louis Michel, c'est un homme de qualité, doublé d'un grand professionnel.
Ce fossé entre Ballard d'un côté et un grand nombre d'océanographes de l'autre mérite des explications plus concrètes. Je vous ai dressé ici les infos qu'on m'a données, sans forcément tirer davantage sur la corde, car, je vais vous dire un truc, mon sujet n'est pas Ballard, spécifiquement. Ce qui a guidé mes recherches, et vous le verrez ici, c'est qui a vu quoi et quand, avant 1985. Dans toute cette histoire, Ballard est central, mais il n'est certainement qu'un pion, alors un roi ou une reine dans un jeu d'échecs, mais un pion tout de même. Ou alors, le mémorial s'est juste cassé la gueule dans la vase, et voilà. Si je vous dis que l'on va partir vers d'autres contrées pour la rentrée, que l'on va parler de nouveau un petit peu de cinéma sur cette chaîne, tout en restant dans le thème du Titanic, si je vous dis romance, grosse production, 20th Century Fox, 1997, blockbuster, film à suspense, bateau en péril, vous dites, vous vous attendiez à autre chose, peut-être. Il y a une part de contrefaçon dans toute vérité. Vous êtes désormais maître des fringues que vous portez, maître des idées que vous assimilez. C'est alors que se pose la question fatidique, la question centrale. Êtes-vous davantage fasciné par le premier naufrage ou par le second naufrage du Titanic ? I bought it in Hong Kong. It's a knockoff. I confess that this is really not my voice, although I had a choice. It's a knockoff, so close to real. The look, the feel, so close, and yet knockoff, just my luck that I would look into your eyes.